et notamment pour les marchands de biens, qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer pour la TVA, etc. Même les comptables et tout n'étaient pas sûrs parce que les textes de loi au final étaient relativement peu clairs. La fiscalité du marchand de biens en 2022, c'est le sujet, gros sujet de la vidéo que nous allons aborder aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige un organisme de formation certifié Calliope dans lequel nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent devenir marchands de biens à lancer leur activité en toute sécurité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la fiscalité du marchand de biens en 2022. Nous allons voir ensemble ce qui ne change pas, mais également quels sont les changements qui sont déjà actifs et les changements qui vont se mettre en place. Les trois gros sujets que nous allons aborder dans cette vidéo sont les suivants. Premièrement, nous allons regarder le type de société. Deuxièmement, l'imposition des bénéfices. Et troisièmement, la TVA du marchand de biens. Donc trois gros sujets. Prenez vos calepins et prenez vos stylos parce qu'il va y avoir du contenu très concret. Alors déjà, petite question qui se pose, c'est pourquoi je vous offre ce contenu, pourquoi je donne tous ces sujets sur la fiscalité alors que plein de formateurs préfèrent les vendre. C'est tout simplement déjà pour démystifier un petit peu le sujet. Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, ou que ce soit en immobilier ou enfin dans le marchand de biens ou dans le locatif d'ailleurs, des personnes qui ont déjà suivi des formations qui se laissent paralyser par le sujet de la fiscalité. Donc je souhaite faire ces vidéos pour que le plus grand nombre puisse les voir, pour complètement démystifier le sujet et que des personnes qui ont véritablement envie de se lancer ne se laissent pas paralyser justement par la peur. Et vous allez voir en général quand c'est bien expliqué, c'est plutôt simple. Ensuite, je vais vous faire comprendre que votre réussite ne dépend pas de vos connaissances en fiscalité, et ça c'est un sujet que j'aborderai plutôt vers la fin de la vidéo lorsqu'on aura passé ensemble tous les sujets un petit peu techniques. Ensuite, je vais vous encourager à vous lancer, puisque le but dans le fait de démystifier le sujet de la fiscalité, c'est que vous disiez « Ah bah au final c'est pas si grave » et que vous puissiez passer à l'action et que vous vous disiez « Ok, je vais quand même peut-être faire une opération, je vais peut-être faire un investissement, parce que c'est pas si terrible que je le croyais. » C'est aussi très important pour moi qu'un maximum de personnes puissent prendre un petit peu leur destin économique en main et ne se laissent pas paralyser par de sombres histoires de fiscalité. Et enfin, bien sûr, je voudrais ici vous montrer ma façon de transmettre les connaissances, clairement. Moi j'ai un organisme de formation et plein de gens, donc nous on fait des formations et en ligne et en présentiel, et plein de gens se demandent est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a du vrai contenu, etc. Et donc le fait de faire ce genre de vidéo, ça me permet aussi de vous montrer bien ma façon de transmettre les connaissances. Donc déjà sur le type de société, il n'y a pas de gros changements pour 2022, mais je vais quand même reprendre ici les fondamentaux. Il faut savoir que le type de société ne va pas avoir d'influence sur votre régime d'imposition, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou la TVA, quel que soit le choix de société que vous allez faire, eh bien vous allez être imposé de la même façon. Par contre, là où il va y avoir une grosse modification, là où il va y avoir un gros changement, c'est par rapport au statut du dirigeant, comme nous allons le voir tout de suite. Alors déjà, je vais faire un petit rappel, la SCI n'est absolument pas adaptée pour faire de l'achat-revente, donc si vous pensez faire de l'achat-revente, que vous n'êtes pas encore trop informé à ce sujet, sachez qu'il s'agit au regard de l'administration fiscale d'une activité commerciale, et en tant que telle, eh bien, elle doit être déclarée, enfin, elle doit être réalisée dans le cadre d'une société qui est appropriée, et donc une société civile, comme son nom l'indique, n'a pas d'objet commercial et donc ne peut pas faire du commerce. Vous pouvez faire un petit achat-revente comme ça de temps en temps avec une SCI, mais sachez que c'est pas du tout optimisant et donc ça n'a absolument aucun intérêt. Les deux types de sociétés qui sont intéressants pour créer une société de marchand de biens sont la SAS et la SARL, et nous allons tout de suite regarder la différence entre les deux, notamment par rapport au statut du dirigeant. Dans une SAS, le dirigeant s'appelle Monsieur le Président, alors que dans une SARL, il s'appelle Monsieur le Gérant. Donc là, à part le caractère plus ou moins prestigieux du titre, parce qu'on vous appelez, enfin personne ne va vous appeler Monsieur le Président, mais à part le fait de signer le président avec votre signature, en réalité, là, c'est juste un titre et il n'y a pas de grosse différence. Là où ça commence à vraiment se scinder en deux statuts un petit peu différents, c'est justement dans le statut que va avoir le dirigeant. Puisque dans une SARL, eh bien, le dirigeant le gérant va être un travailleur non salarié, tandis que dans une SAS, il va être assimilé salarié. Et ça, ce statut, ça va avoir deux conséquences assez importantes.
première conséquence, c'est la caisse auprès de laquelle vous allez cotiser. Si vous avez une SAS, vous allez cotiser à l'URSSAF, tandis que si vous avez une SARL, vous allez cotiser à ce qu'on appelait avant le RSI, et ce qui est devenu maintenant la SSI, donc la Sécurité Sociale des Indépendants. En gros, c'est à peu près la même chose, mais avec un nom différent. Donc ça, c'était le premier point, hein, la caisse auprès de laquelle vous allez cotiser. Et le deuxième point qui est très important, c'est eh bien la quantité de cotisation justement que vous allez devoir verser, puisque en SARL, vous êtes travailleur non salarié, vous n'allez donc verser que des cotisations patronales, tandis que dans une SAS, eh bien vous êtes assimilé salarié, vous allez donc verser des cotisations patronales, mais également des cotisations salariales. Je ne vais pas rentrer maintenant trop dans le détail, mais sachez que les salaires sont beaucoup plus fiscalisés en SAS qu'en SARL, c'est ce que vous devez retenir. Et si ça vous intéresse, on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. J'avais fait une vidéo dans laquelle je détaillais tous les calculs et le comparatif entre SAS et SARL. Donc si vous hésitez entre ce choix, on vous met la vidéo juste en dessous pour que vous puissiez aller bien regarder ce qui est le plus approprié pour vous ou pas. Enfin, quelque chose de très important aussi, parce que vous allez vous dire, là vous regardez ça, vous dites peut-être, ah bah c'est évident, je vais prendre une SARL parce que la rémunération est moins fiscalisée, mais c'est pas aussi facile que ça, hein. Tout n'est jamais ou tout blanc ou tout noir, surtout en matière de fiscalité, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque solution, et il y a une grosse différence également sur la fiscalité sur les dividendes, puisque lorsque vous êtes en SAS, bien juste vous pouvez vous verser des dividendes, donc ça après à titre personnel vous allez avoir de la fiscalité dessus, mais vous pouvez vous verser des dividendes, il n'y a pas de charge on va dire dessus, tandis que si vous êtes en SARL, la somme que vous versez, tout ce qui va dépasser 10% du montant du capital social va être soumis eh bien, à des cotisations. Je m'explique. Admettons que vous ayez par exemple un capital de 10 000 € sur votre SARL et que vous choisissiez de vous verser 20 000 € de dividendes cette année-là, eh bien les 10 000 €, le delta entre les deux, les 10 000 € qui dépassent les 10 000 € du capital social, on va dire, eh bien ceux-là vont être fiscalisés, vous allez devoir payer des cotisations dessus, et ça coûte vite très très cher. Donc ça aussi c'est une question qu'il faut que vous posiez. Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette société? Est-ce que c'est plutôt prendre du salaire? Est-ce que c'est plutôt prendre des dividendes? Parce que le choix que vous allez faire, vos objectifs, vos impératifs, eh bien, vont déterminer le choix de société pour lequel vous allez opter. En tout cas, gardez bien en tête qu'il n'y a pas de bonne réponse universelle et que le choix sera nécessairement orienté par vos impératifs ainsi que par vos objectifs. Il est donc très important, avant de vous lancer à faire des rendez-vous avec les comptables, les notaires, etc., que vous vous posiez avec vous-même et que vous réfléchissiez aux objectifs et aux impératifs que vous voulez atteindre avec votre activité de marchand de biens. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à l'imposition des bénéfices, et nous allons voir ce qui ne change pas et ce qui change. Ce qui ne change pas, déjà, les bénéfices des sociétés de marchand de biens sont soumis à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, lui, va être calculé sur les bénéfices qui vont être réalisés au titre d'un exercice fiscal. C'est-à-dire que là, ça diffère, par exemple, d'un achat-revente que vous pouvez faire en nom propre, parce qu'en nom propre, eh bien, vous êtes fiscalisé au moment de la vente, tandis que sur une activité de marchand de biens, vous avez votre exercice fiscal. Si vous faites 3 achats-reventes dans l'année, par exemple, qui sont bénéficiaires, et un achat-revente qui est terriblement déficitaire, eh bien, le déficit va venir se défalquer du bénéfice réalisé sur les 3 premières. Mais en tout cas, votre imposition sera calculée sur les bénéfices que vous aurez réalisés sur l'exercice comptable. Il faut également savoir que toutes les charges qui sont afférentes à votre activité de marchand de biens restent déductibles. Là-dessus, il n'y a pas de changement. On sait vos frais de déplacement, vos salaires, bien sûr, tous les achats de matériaux, ce que vous dépensez chez les artisans, le géomètre, le comptable, etc. Tous les frais, en fait, qui sont afférents à votre activité de marchand de biens restent déductibles de votre bénéfice imposable. Et enfin, le dernier point qui ne change pas, c'est le taux d'IS réduit, donc le taux d'impôt sur les sociétés réduit, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine somme qui est 38 120 €, eh bien, tous les bénéfices que vous réalisez sont imposés à 15% seulement. C'est-à-dire que si, sur un exercice donné, vous réalisez un bénéfice de 30 000 €, eh bien, vous allez payer 15% de 30 000 €, soit 4 500 €. Maintenant, le point qui change, c'est pour tous les bénéfices qui vont être réalisés au-delà de 38 120 €. Et là, on est sur un taux d'imposition qui va chuter à 25%. Il y a quelques années, encore jusqu'en 2015-2017, je crois, on était à 33% de taux d'impôt sur les sociétés. Et ce taux a été progressivement baissé. Donc on est passé à 28%. L'année dernière, on était à 26,5% et on tombe maintenant à 25%. Alors souvent, les gens ont tendance à dire, les gens un peu démagos ont tendance à dire oui, c'est une mesure qui favorise les riches, etc. Mais il faut savoir que quand on était à 33%,
on avait des taux d'impôt sur les sociétés qui étaient parmi les plus élevés de l'OCDE, et donc pour se remettre un petit peu au niveau des autres pays et rester compétitif, eh bien il a fallu adapter notre taux d'impôt sur les sociétés. Et également pour les démagos qui disent « Ah oui, mais c'est un truc de droite, les riches, c'est Macron, gna 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 », sachez que ces réformes, elles ont été amorcées bien en amont, et qu'en fait, c'est pas Macron qui a amorcé cette réforme, c'était déjà décidé, ça a déjà été décidé sous François Hollande. Ça, c'est la petite parenthèse pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vais vous montrer maintenant un petit calcul de ce que ça change concrètement pour vous lorsque vous allez réaliser une activité de marchand de biens. Admettons que vous ayez réalisé un bénéfice de 100 000 € sur votre exercice comptable. En 2015, vous auriez payé 15% d'IS sur tout le bénéfice jusqu'à 38 120 €, et ensuite vous auriez payé 33% au-delà. Donc vous auriez payé 15% de 38 120, ce qui représente 5 718, et 33% du delta, c'est-à-dire 61 880 €, soit 20 420 €. Donc vous auriez payé au total un IS sur cet exercice fiscal de 26 138 €. Alors je suis pas super balèze, j'ai pas fait tout ce calcul mental, comme ça j'avais noté les calculs avant de faire la vidéo. Aujourd'hui, en revanche, donc vous ne payez toujours que 15% sur la partie 38 120 €, donc vous payez toujours 5 718 € sur cette partie-là. Par contre, sur tout ce qui est au-delà, donc c'est 61 880, eh bien vous payez seulement 25% d'impôt. Ce qui veut dire qu'au total, vous ne payez que 21 188 € d'IS. Soit une différence de 4 950 €, et là j'ai pris un bénéfice de 100 000, donc je vous souhaite de faire des bénéfices largement supérieurs, mais en tout cas, ça fait une différence qui est quand même substantielle, et c'est toujours mieux dans votre poche que dans celle de l'État. C'est toujours mieux réinvesti dans votre activité que dépenser dans des projets fantasques. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette vidéo, et c'est la TVA du marchand de biens, sujet dont je sais qu'il passionne énormément de personnes. En tout cas, beaucoup de gens se laissent perturber par les sujets de TVA, se laissent paralyser par ces questions-là. Je vais refaire un petit point, vous dire ce qui ne change pas et vous dire ce qui change. Donc pour ce qui ne change pas, toujours pareil, l'ancien, donc l'immobilier ancien, tout ce qui a plus de 5 ans, est toujours exonéré de TVA. Donc quand vous posez la question, vous voyez un truc, est-ce que c'est TVA, pas TVA, machin truc, est-ce que c'est bâti? Ok, c'est bâti, est-ce que ça a plus de 5 ans? Oui. Si c'est le cas, eh bien c'est exonéré de TVA tout simplement. Vous aurez toujours en 2022 la possibilité d'opter à la TVA sur marge, donc là aussi des personnes se posent des questions par rapport à la TVA sur marge. Je rentre pas aussi dans le calcul de la TVA sur marge parce que j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet, si ça vous intéresse on mettra aussi le lien en dessous. Mais en tout cas, sachez que la TVA sur marge c'est une option, c'est possible, et ce n'est pas une punition, c'est un avantage qu'on accorde aux marchands de biens de ne pas être soumis à la TVA sur tout le fruit de leur vente, mais plutôt juste sur la marge. Donc ça c'est sur l'ancien. Sachez que dans l'ancien, vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité d'opter à la TVA sur marge. Ça n'est intéressant que dans certaines situations. Là aussi, permettez-moi de ne pas trop rentrer dans le détail, sinon ça va être technique, et cette vidéo va devenir très très longue. Et enfin, le neuf et ce qui est assimilé au neuf restera toujours en 2022, assujetti à la TVA intégrale. Donc le neuf, c'est tout simplement quelque chose de neuf, hein. Vous construisez un truc, vous vendez un produit neuf, ok. Ou alors ce qui peut être assimilé neuf, comme par exemple quand vous faites une rénovation lourde qui est assimilée à de la reconstruction. Là également, si le sujet vous intéresse de la reconstruction, eh bien j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Et si ça vous intéresse, là aussi, on vous mettra le lien juste en dessous. Maintenant, ce qui risque de changer en 2022 par rapport à la TVA, c'est la TVA sur les terrains à bâtir. Alors, sur les terrains à bâtir, jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de se retrouver sous deux régimes. Soit le régime de la TVA sur marge, soit le régime de la TVA intégrale. Ce qui faisait foi, c'était la notion de suivi physique et juridique, notamment le suivi juridique entre le produit qu'on achetait et le produit qu'on revendait. Donc selon le timing de l'opération et la façon dont on arrivait à la ficeler, eh bien on pouvait réussir à soumettre ces terrains à la TVA sur marge uniquement, ce qui était un avantage non négligeable. Mais en 2021, plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ont été rendues regardant justement le sujet de la TVA sur marge sur les terrains à bâtir, et la Cour de justice de l'Union européenne considère que cet avantage est plus ou moins illégal, enfin en tout cas n'a pas lieu d'être, et donc la Cour de justice de l'Union européenne a dit ça maintenant ça va se terminer.
Donc là, il y a eu une grosse période de flottement, là, on va dire le dernier trimestre de l'année 2021 pour beaucoup de professionnels de l'immobilier et notamment pour les marchands de biens qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer pour la TVA, etc. Même les comptables et tout n'étaient pas sûrs parce que les textes de loi au final étaient relativement peu clairs. Alors il faut savoir que c'est toujours en termes de droit l'autorité la plus élevée, on va dire, qui décide, mais la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas la possibilité de légiférer en France. On n'est pas encore dans les États-Unis d'Europe ou dans la Fédération européenne, donc la Cour de justice de l'Union européenne ne peut pas légiférer en France, mais en tout cas elle fait autorité. Et ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, eh bien, cette mesure, c'est-à-dire la fin de la TVA sur marge sur les terrains à bâtir, elle va devenir effective. Quand est-ce qu'elle va devenir effective? Eh bien, quand elle sera reprise au bulletin officiel des impôts. Ceci étant dit, il y a toute une sémantique, tout un débat autour de la notion de terrain à bâtir, la notion de terrain constructible, puisque la notion de terrain à bâtir dans le texte de loi fiscale n'est pas forcément la même que dans le texte de loi au regard de l'urbanisme. Donc il y a encore plein de sujets d'interprétation. En tout cas, je pense, là c'est juste mon avis, que ces sujets sont pas prêts d'être traités de façon définitive parce que ça ouvre la porte à énormément d'interprétations. En tout cas, au niveau de l'application, eh bien, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être appliqué, mais maintenant, on sait à peu près que ça n'est qu'une question de temps avant que ça rentre en vigueur, c'est-à-dire que eh bien, la revente de terrains à bâtir soit soumise à la TVA intégrale sur toutes les ventes. Au niveau répercussions, eh bien, cela va avoir des répercussions qui sont quand même assez conséquentes, puisque ça veut dire que soit les professionnels vont devoir rogner sur leur marge de façon très importante, soit que les prix des terrains à bâtir vont augmenter de façon drastique. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est quelque part entre les deux, c'est-à-dire que les marchands de biens et les lotisseurs, ils vont pas vouloir renoncer à leur marge, clairement, parce que 20% en général, c'est la marge. Donc, ce qui va se passer, c'est que les prix des terrains risquent d'augmenter encore, parce qu'ils ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Mais voilà ce qui se passe en général quand on vient rajouter des impôts, et bien ça fait souvent augmenter les prix. Au niveau de la rétroactivité, parce que là il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de « Ah merde, moi j'ai déjà lancé une opération de division foncière, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Eh bien sachez que pour toutes les opérations qui sont déjà lancées, c'est-à-dire pour lesquelles un compromis a déjà été signé, ce sera l'ancienne règle qui s'appliquera et on pourra toujours être éligible à la TVA sur marge sur la vente de terrains à bâtir. Par conséquent, si vous avez trouvé une OP et que vous êtes en négo et machin, et que ça traîne, etc., et que c'est une OP de division foncière, eh bien essayez d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur pour signer le compromis, puisque cette date de signature fera foi pour le régime fiscal, le régime de TVA auquel vous serez soumis. Il y a de nombreuses choses que vous devez savoir au-delà de la fiscalité si vous souhaitez lancer une activité de marchand de biens. Déjà, vous devez apprendre comment devenir un entrepreneur hors pair, puisque là, vous allez devenir entrepreneur. Être marchand de biens, c'est pas un investisseur, mais c'est un entrepreneur. Donc, vous allez devoir apprendre à entreprendre. Ensuite, il va falloir apprendre à prospecter, c'est-à-dire comment chercher, quoi chercher, et une fois que vous aurez trouvé potentiellement des biens, il va falloir être bien calé en urbanisme. C'est-à-dire qu'il faudra que vous sachiez repérer si vous pouvez diviser cette maison ou non, si vous pouvez diviser un terrain à bâtir ou non. On a beaucoup parlé de terrain à bâtir dans cette vidéo. La question qui se pose, c'est comment savoir si un terrain est constructible? Eh bien, c'est en sachant étudier, c'est en sachant lire, comprendre et interpréter un règlement d'urbanisme que vous y arriverez. Vous devrez aussi bien sûr vous y connaître en commerce, puisque vous deviendrez un commerçant de l'immobilier. Vous devrez maîtriser le droit, que ce soit le droit privé, le droit de l'immobilier. Vous devrez savoir comment obtenir un financement de marchand de biens, comment gérer la trésorerie d'une entreprise de marchand de biens. Vous devrez apprendre à composer avec toutes les contraintes techniques et toutes les notions de travaux, puisque vous allez avoir à peu près dans toutes les opérations. Et quand vous aurez toutes ces connaissances, tout ce fouillis de connaissances, eh bien, il faudra apprendre à faire un montage d'opération, c'est-à-dire, à faire en sorte que la sauce prenne, à assembler un petit peu tous ces petits éléments que vous aurez appris pour réussir à monter des opérations de marchand de biens. Si vous voulez lancer ou développer une activité de marchand de biens immobilier, eh bien, je vous invite à suivre un de nos programmes de formation. Nous avons un organisme certifié Calliope, grâce auquel nous dispensons des formations au format présentiel et au format en ligne. Ces formations sont éligibles au CPF. On vous met toutes les infos dans la description juste en dessous de cette vidéo. C'était Yoni, le marchand de biens pour la MDB Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à payer votre like. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas, c'est juste me laisser un petit like. Mettez-moi un commentaire si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo instructif. Et je vous dis à la prochaine.